Alors la guerre contre l'Espagne continue, hein. Donc malgré la fronde, donc, la situation de la France est quand même très misérable. C'est vraiment, oui, les gens meurent de faim, vraiment. Alors Mazarin n'est plus contesté, les gens le détestent, mais on se rend compte quand même qu'il est utile, hein, parce qu'il est vraiment très, très compétent dans sa mission de Premier ministre. Et en 1659, il signe le traité des Pyrénées, c'est-à-dire le traité qui met fin à la guerre contre l'Espagne. C'est très important. Et avec cette paix, ce traité des Pyrénées, il va finalement être très aimé des Français, parce qu'il a mis fin à cette guerre. C'est pas lui qui l'a déclenché, la guerre, hein. C'était Richelieu, Louis XIII. Donc il a quand même été un des principaux artisans du traité de Westphalie, hein, qui faisait la paix avec le Saint-Empire romain germanique, mais il fait également une paix avec l'Espagne. Et il n'y aura plus jamais de guerre contre l'Espagne. Enfin, en tout cas, pendant longtemps. Alors, comment sceller une paix? Toujours la même chose, un mariage. Ça tombe bien, le roi d'Espagne, le frère d'Autriche, a une fille qui a le même âge que Louis XIV. Donc, on va les marier. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Voilà. Sauf que Louis XIV, il n'a pas envie. Et non, Louis XIV, il est amoureux d'une jeune fille. Alors, vous avez vu la bataille de la Porte Saint-Antoine avec la Bastille, Louis XIV victorieux de la Fronde, et donc au document 21, Marie Mancini, qui est la nièce de Mazarin. Et Mazarin, quand il arrive en France, enfin, quand il s'installe en France, il a emmené avec lui ses sœurs qui avaient des enfants. Et comme ça faisait toute une troupe d'enfants, puis d'adolescents, qui ont vécu avec le jeune Louis XIV et son frère, qui maintenant est le duc d'Orléans. Parce que Gaston est mort, et comme il n'a eu que des filles, le duché d'Orléans est passé au frère de Louis XIV. Donc c'est maintenant Philippe, duc d'Orléans. Donc Louis XIV et le duc d'Orléans ont passé leur enfance et leur adolescence à jouer avec les neveux et nièces de Mazarin. Et donc, parmi ces enfants, ces jeunes gens maintenant, c'est des adolescents, Louis XIV, il est tombé amoureux de Marie Mancini. Et Marie Mancini, par rapport à tous ses frères et sœurs, elle est amoureuse de Louis XIV, non pas parce que Louis XIV c'est le roi, mais juste parce que pour la personne en elle-même. Elle tombe amoureuse vraiment de l'homme, Louis XIV, pas du roi. Parce qu'évidemment, toutes les femmes sont amoureuses de Louis XIV, parce que c'était le roi. En plus, il n'était pas trop laid pour l'époque. Donc, oui, il avait beaucoup de succès auprès des dames, Louis XIV. Mais Marie Mancini, elle est vraiment amoureuse pour l'homme. Et elle va l'éduquer. Elle va lui apprendre à jouer de la musique. Elle va lui apprendre à parler italien. Donc, Louis XIV parle français, espagnol, italien. Et l'italien, c'était la langue très à la mode. Elle va lui apprendre à écrire des poèmes. Elle va lui apprendre plein de choses comme ça. Louis XIV, il n'a pas eu le temps. Il a passé son enfance en armure à faire la guerre. Il n'a pas eu le temps de s'instruire. Et donc, un jour, il va à son conseil, dirigé par Mazarin et sa mère. Il arrive au conseil et il dit, voilà, je veux épouser votre nièce Marie Mancini. Et là, Anne d'Autriche dit, non, jamais de la vie. Ils sont en train d'organiser le mariage avec la fille du roi d'Espagne, qui va enfin mettre fin à la guerre. Donc, non, c'est pas possible. Et puis, Anne d'Autriche, c'était son rêve, elle, qui est la paix avec l'Espagne. On va pas continuer la guerre avec l'Espagne juste parce que son fils a une tocade, tombé amoureux d'une fille de rien du tout. Et Mazarin, c'est pareil, parce que l'Autriche, elle lui fait comprendre que s'il accepte, elle ne parlera plus jamais, elle le reverra. Enfin, c'est pas possible. Elle ne peut pas accepter que sa nièce devienne reine de France. Et donc, on sépare les jeunes personnes, et Louis XIV pleure, il est désespéré.
Et alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que je ne vais pas vous raconter toutes les histoires comme ça de cœur de Louis XIV, mais parce que ça montre que Louis XIV, comme vous le verrez par la suite, on a l'impression que c'est un homme sans sentiment, il est froid. Ben non, il a prouvé dans sa jeunesse qu'il a pu avoir un passage humain, et il a même hésité à partir, à quitter, enfin, retirer sa couronne pour partir avec Marie. Mais il l'a pas fait. Et donc Marie va être envoyée en Italie, elle va épouser un prince italien, mais voilà, Louis XIV a prouvé qu'il pouvait être humain. Alors, avec ça, ça va l'endurcir, finalement, et il se dit, bon, bah, je suis obligé, j'ai pas de choix, je vais pouvoir épouser l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Alors, toute la cour part à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, à côté d'Andaille, où il y avait eu déjà l'échange des princesses quelques décennies auparavant. Et donc, là aussi, à l'île des Faisans, sur la baie d'Assois, dont je vous parlais tout à l'heure, là, il n'y a qu'une seule princesse, donc on signe le traité de paix. Anne d'Autriche peut serrer dans ses bras son frère, le roi d'Espagne, et ensuite, Marie-Thérèse est emmenée du côté français, et quelques jours plus tard, elle épouse Louis XIV à l'église de Saint-Jean-de-Luz. Donc, vous voyez ça au document 22. Pour Anne d'Autriche, c'est une victoire, c'est l'objectif de sa vie, hein, c'est donc voilà, la paix avec l'Espagne, la paix avantageuse pour la France, hein, c'est plus la France qui gagne dans ce traité, puisqu'on récupère quelques territoires dans les Pyrénées orientales. Donc voilà, c'est à l'avantage de la France. À partir de là, l'Espagne va péricliter. C'est fini, ce n'est plus la puissance espagnole incontestée dans le monde entier. Maintenant, c'est la France. La France, c'est la première puissance. Ça y est. Et Louis XIV et toute la cour remontent à Paris et entrent dans Paris à l'automne. Et une entrée de roi, c'est quelque chose, c'est un grand spectacle. Donc il y a toute la cour. Alors, en premier, il y a tous les gardes, il y a tous les parlementaires dont je vous parlais. Alors maintenant, les parlementaires sont totalement soumis au roi. Le roi, quand il arrive, il est applaudi par tous les Parisiens, acclamé, la reine, etc. Alors la reine, c'est pas ça, elle n'a rien à voir avec Anne d'Autriche. Hein. Ça doit être sa nièce, elle se ressemble un peu physiquement, mais pas du tout. Marie-Thérèse ne va jamais s'acclimater à la cour de France. Elle ne sera jamais vraiment totalement française. Alors vous allez me dire Anne d'Autriche non plus, oui, mais Anne d'Autriche jouait son rôle de reine. Marie-Thérèse, non, elle ne sait pas accueillir les gens à la cour, elle n'arrive pas à mener son rôle de reine. Donc tout sera pour Louis XIV. Ce sera Louis XIV qui aura toute la partie publique, ce qu'on appelle la représentation. Marie-Thérèse, elle préfère être enfermée dans ses appartements et mener sa vie tranquillement. Louis XIV, c'est lui qui va tout organiser à la cour. Alors qu'avant, Anne d'Autriche, elle organisait les spectacles, elle recevait les gens, les étrangers, les ambassadeurs. Marie-Thérèse, elle ne fait pas. Alors, Mazarin, il est ravi, hein, lui, tout ce qu'il avait mis en place, il a gagné, il a réussi, hein, malgré tout ce qui s'est passé, hein, il a quand même failli mourir plusieurs fois. Et il est malade, hein, d'épuisement, parce qu'il s'est vraiment usé à la tâche. Et, avant de mourir, il dit à Louis XIV, voilà, il arrache la promesse à Louis XIV de ne pas prendre de Premier ministre. Il ne faut plus de Premier ministre. C'est au roi de tout faire. C'est au roi de gouverner. Il ne faut plus de Premier ministre. Parce que Mazarin est bien placé pour s'en rendre compte. Les Premiers ministres sont trop puissants. Et ils sont aussi trop riches. Donc, quand il meurt, Mazarin, en 1661, le mariage est en 1660, quelques temps après, Mazarin meurt, Louis XIV arrive à son conseil. Et les ministres lui
disent, mais à qui on doit faire passer les dossiers désormais? Parce qu'avant, tous les dossiers partaient chez Mazarin. Et là, Louis XIV dit, ah moi, il n'y aura plus de Premier ministre, ce sera moi. Les ministres ne disent rien, mais ils pensent tous que ça ne va pas durer. C'est pas possible. Louis XIV, il a passé son temps jusque-là à s'amuser, à faire la fête. C'est pas possible. Alors peut-être que là, les premiers jours, il est sérieux, mais ça ne va pas durer. Et parmi les ministres, il y a le surintendant des finances, qui s'appelle Nicolas Fouquet. Vous pouvez voir Nicolas Fouquet au document 23. Alors Nicolas Fouquet, il travaille donc pour Mazarin, c'est lui qui gère les finances de la France. Et Nicolas Fouquet, il est complice de Mazarin pour tout l'argent public, donc l'argent des impôts qui passe dans les caisses privées de Mazarin. Et puis Fouquet, il en prend aussi au passage, c'est normal, c'est comme ça. Richelieu faisait pareil, Concini faisait pareil, Sully ou Henri IV faisait pareil. Ça choquait pas. C'était comme ça. Voilà. Et donc, Fouquet est devenu très riche et il est persuadé que ce sera lui, le futur Premier ministre, puisque c'est lui qui travaille avec Mazarin. Donc, il pense que ce sera son tour. Et donc, pour plaire à Louis XIV, il décide d'organiser une grande fête dans son nouveau château. Il a fait construire un château près de Fontainebleau, un château qui s'appelle le château de Vaux-le-Vicomte, que vous voyez au document 24. Et donc il invite Louis XIV et toute la cour, sauf la reine qui est enceinte, Marie-Thérèse est enceinte, mais il y a quand même la reine-mère Anne d'Autriche. Il invite donc Louis XIV et sa cour à une grande fête. Donc il y a des feux d'artifice, il y a des fontaines, il y a des pièces de théâtre organisées par Molière, les musiciens, Lully, c'était le grand musicien de l'époque. Voilà, une grande fête. Et Louis XIV, il ne dit rien, mais en fait, il est très jeune. Parce que Louis XIV, il n'a pas tout ça. Son Louvre, il est dans un état pitoyable. Ses autres châteaux ne valent pas grand-chose. Et il voit que son surintendant des finances, il a un château 1000 fois plus beau que les siens. C'est pas possible, c'est pas normal. Pourquoi le surintendant des finances a tout ça? Et en plus, comme je vous l'ai dit, Louis XIV a bien pris en compte les leçons de Mazarin, à savoir de ne plus prendre de Premier ministre. Et il sait très bien que Fouquet veut être Premier ministre. Et que cette fête, c'était justement pour plaire, pour devenir Premier ministre. Et Mazarin, il avait comme conseiller privé, comme conseiller financier, un homme qui s'appelle Jean-Baptiste Colbert. Et Jean-Baptiste Colbert, lui, s'occupait uniquement des finances de Mazarin. Mazarin, avant de mourir, il a eu la très bonne idée de laisser tout son argent, je me rappelle, il était très très riche, à Louis XIV. Alors, il a donné beaucoup d'argent à ses neveux et nièces, quand même, c'était très riche aussi, ses neveux et nièces, mais tout le reste à Louis XIV. Heureusement. D'accord? Mais les gens, quand même, râlaient, parce que les Français, disaient, non, mais attendez, on a eu d'argent et c'est passé où? On condamne personne, etc. Et Colbert fait comprendre à Louis XIV que tout cet argent qui est passé de Mazarin à Louis XIV, un des responsables, c'est Fouquet. Donc, Louis XIV décide d'arrêter Fouquet. D'accord? Et en plus, on s'est aperçu que Fouquet se faisait construire des places fortes, des places de sûreté en Bretagne. Donc ça faisait trop pour lui. Et donc, Fouquet est arrêté et il y a un procès contre Fouquet. Et en fait, c'est un procès pour nettoyer toutes ces histoires d'argent, de trafic d'argent qu'il y avait eu à l'époque de Mazarin. Et Louis XIV aurait préféré qu'on condamne à mort Fouquet, mais comme Fouquet avait plein d'alliés, il avait plein d'amis, il était très aimé, finalement il va passer le reste de sa vie en prison. Parce qu'en fait, il n'était pas plus responsable que Mazarin. Le vrai responsable, c'était Mazarin. Il ne pouvait pas toucher à Mazarin.
déjà était mort, et Mazarin, c'était le parrain de Louis XIV, et c'est lui qui a permis à ce que Louis XIV soit Louis XIV. Donc, voilà. Alors, cette même année 1661, c'est vraiment le moment où commence la gloire de Louis XIV, naît un dauphin, la reine Marie-Thérèse met au monde un dauphin qu'on va appeler Louis et qu'on va appeler bien sûr le dauphin, mais en fait, il va s'appeler le grand dauphin parce que Louis XIV va devenir, ça y est, c'est le cas, le plus grand roi que la France ait connu. Et donc son fils, le dauphin, ce sera le grand dauphin. La suite, plus tard.